m'adresser à vous ce soir pour cet échange avec d'une part mon adjoint, Yann Eblin, qui évoquera les points sur le commerce. Je pense que vous avez quelques questions à nous poser. Et Naïma Kénis qui interviendra sur les problèmes ayant trait à la santé. Je pense que c'est deux points relativement importants, et notamment la santé dans cette période de pandémie où les uns et les autres peuvent être inquiets pour trouver un médecin, inquiets pour se faire tester, inquiets par rapport au vaccin à venir. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. J'espère que vous allez bien parce que c'est une période assez anxiogène et je compte sur vous pour faire attention parce que au niveau de la pandémie, il est prévu que nous ayons des gestes barrières, mais ça je vous fais confiance comment dire, les mettre en œuvre. Par contre, effectivement, au quotidien, nous avons des questionnements sur les tests et sur le vaccin, mais Naïma ne manquera pas de vous tenir informé dans les prochaines minutes. Donc maintenant, on va vous laisser la place aux questions et donc on commence sur les questions de commerce. Alors, une question de Wiza. À quand un marché au centre-ville? Yann. Bonsoir à tous et tous. Alors, vous avez de la chance, Lisa, il y a déjà un marché dans le centre-ville. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas, il n'est pas encore complètement visible, c'est la fameuse halle aux comestibles. Hein, nous avons des commerçants à l'intérieur qui reçoivent tous les samedis matins. Hein, vous avez un poissonnier, il y a également un boucher charcutier traditionnel. Nous avons également réussi à diversifier l'offre en fait depuis quelques semaines. Ça va faire un mois que nous avons un nouveau primeur sur la place du marché qui est en extérieur. Et nous avons quelques vendeurs également. Il y a un bazar, un vendeur de vêtements qui sont présents tous les samedis. Alors ça me permet également de rappeler, on a eu une action particulière le 14 novembre dernier, où nous avons, en même temps que le marché, accueilli deux nouveaux commerçants. Donc c'est là où le primeur est arrivé. Nous avions également la société, la brasserie, Frog Beer, qui est venue et qui a proposé en fait ses produits à l'ensemble des pierrefitttois. On avait également le Mielfit qui était là. On avait également les confitures de l'Inutile Utile. Et ça a plutôt, ça a même bien marché. C'est-à-dire que les commerçants étaient contents du monde qui venait, et il y a un vrai public pour ce marché. On le voit avec le succès en fait du primeur. Question de Karima. Au quartier des Poètes, il y a deux boulangeries, deux épiceries, une boucherie, mais pas un seul restaurant ni un seul café. Pourquoi n'y a-t-il pas un lieu où on puisse prendre un thé avec ses amis? Alors, sur le quartier je laisserai Yann continuer, mais c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas de restaurant parce que sur la rue Paul Lafargue, il y a un restaurant qui est un kebab, mais qui est assez spacieux. Donc, il y a un restaurant. Après, des locaux pour accueillir un restaurant, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas eu de candidat, à moins que certains se soient fait connaître depuis peu. Mais c'est vrai qu'un restaurant, vous savez, même sur Pierrefitte, les restaurants, c'est pas facile. Nous avons beaucoup de kebabs, beaucoup de pizzerias, mais des restaurants tels que nous pouvons les souhaiter, il y en a peu, parce que pour qu'un restaurant fonctionne, il faut qu'il ait une clientèle qui soit suffisamment importante. Alors sur le nord, c'est vrai qu'il n'y a pas, le café que vous souhaiteriez, mais c'est quelque chose sur lequel en fait nous pouvons travailler. C'est-à-dire que nous sommes dans l'accompagnement de toute façon des porteurs de projets. Il y a des porteurs de projets qui viennent nous voir. Il y a parfois des propositions pour des restaurants. Pour le moment, pas dans le nord, mais il faut savoir que c'est quelque chose également qui prend du temps.
hein, qui prend du temps. Il faut trouver, comme le disait Monsieur le maire, il faut trouver les locaux. Hein, et lorsque ces locaux sont là, il y a en fait tout un processus qui fait que ça met du temps à se mettre en place. Par contre, il y aura une diversification également des commerces dans le quartier des Poètes. Hein, j'en profite pour dire que le primeur, M. Chetouani, qui est sur le centre-ville, sera également présent au quartier des Poètes à partir du mois de janvier, tous les lundis et tous les jeudis, hein, de 10h à 18h, ce qui va permettre également une certaine diversification, même si ça ne répond pas complètement à votre question. À quand, alors question de Louisa, à quand un centre commercial à Pierrefitte? Alors, au niveau centre commercial à Pierrefitte, vous savez que, pour ceux qui ont l'histoire, ça fait 10 ans que nous attendons le marché aux frais dans le sud de la ville. 10 ans que des recours en contentieux sont intentés par un voisin et donc il est systématiquement condamné et systématiquement il repart pour d'autres raisons qui sont des raisons futiles, mais qui font que cette réalisation ne peut pas se faire. Là, il vient d'être de nouveau débouté, et j'espère que cette fois-ci, le marché aux frais pourra se faire. Si, vu qu'il a été débouté, on peut, et s'il ne va pas au Conseil d'État, il se peut que les travaux puissent commencer à la fin de l'année 2021, en sachant qu'il y a 30 mois de travaux, mais dans ces cas-là, nous aurons quand même une surface commerciale importante, puisque c'est environ 6000 m2 de commerce de 3000 m2, avec près de 550 places de stationnement et quelques petits commerces, dont c'est un secteur qui sera bien achalandé et naturellement au pied d'une station de tramway. Donc, nous espérons que cette fois-ci, cette deuxième condamnation ou ce deuxième jugement qu'il a débouté sera enfin la dernière. Anne. Oui, je me permets juste de rajouter que nous attendons également avec impatience donc, ces travaux, puisque ça permettra à terme d'avoir 150 emplois hein, sur site. Et je sais qu'on travaille pour que justement ça profite à un maximum de Pierrefitte. Ouais. Et je pense que tout à l'heure, quelqu'un évoquait le souhait d'avoir un restaurant dans le nord et qu'il semblerait que sur ce secteur-là, il y ait quelqu'un qui soit intéressé pour implanter un restaurant. On y travaille. Voilà. Une question de Séverine Pelletier. Bonjour, pourquoi est-ce qu'il y a autant de fast-food à Pierrefitte? Ne pourrions-nous pas avoir d'autres types de commerces, par exemple une épicerie bio? Alors, là vous posez Sandrine, c'est ça? Bonsoir Sandrine. Séverine, pardon. Alors, vous posez la question de la diversification en fait, hein, du commerce sur Pierrefitte. Alors, ça prend toujours trop de temps, c'est toujours trop lent, bien entendu, mais il y a quelque chose qui est amorcé. On a un certain nombre de commerces qui vont se créer, qui se sont créés également sur la ville, qui sont plutôt de bonne facture. Je pense également au projet donc, de boulangerie hein, sur 250 m2 au Joncherolles, hein, qui vont d'ici 1 an et demi. Dans le projet des nouveaux constructeurs. Des nouveaux constructeurs, hein, avec une boulangerie puis, traditionnelle et avec de la restauration. On a également, rue de Paris, on a eu également, outre la rénovation hein, de certains commerces. Il faut savoir, je pense notamment aux deux boulangeries qui ont été entièrement refaites. On a au début de la rue de Paris hein, un nouveau restaurant qui remplace un restaurant un espace qui était plutôt qui pouvait gêner la tranquillité publique et qui maintenant est un espace est un espace qui est plutôt apprécié. Et on a également il y a Lama hein, qui est présente également tous les mercredis à la halle au comestible. Et nous avons également au niveau donc sur le marché, à terme, il y aura également une proposition, pas d'épicerie, mais
de produits également biologiques qui seront proposés. Et dans le cadre de la rénovation, de la halle comestible, il y aura un espace, des espaces qui permettront justement à différents types d'activités d'être proposés. Alors, Sandrine et Jocelyne émettent le soin d'avoir un marchand de jouets, une parfumerie, une bijouterie, ainsi qu'un marchand de journaux et un pressing à l'ancienne. Là, effectivement, là, elles veulent reconfigurer et retrouver l'esprit que l'on peut avoir dans les petites villes de province. Alors, c'est vrai que ce souhait est l'idéal. Je pense que tout le monde aspire à avoir ce type de commerce à proximité. Mais pour que ce type de commerce fonctionne, il faut aller acheter dans ces commerces et pas aller dans les centres commerciaux qui sont dans les villes environnantes. Et une des grosses difficultés, et j'appelle ça la gestion des contradictions, c'est que tout le monde veut des commerces de proximité et que la majorité des gens qui souhaitent des commerces de proximité vont faire leurs courses dans les centres commerciaux. Donc vous comprendrez que dans ces conditions-là, c'est difficile de les faire vivre, même dans des zones qui sont assez denses comme les nôtres. Alors, j'ai une demande de Anna Andrei qui souhaiterait savoir quelles sont les procédures pour pouvoir ouvrir sur la ville un salon de soins du corps et de massage. Alors, sur les procédures, Marie-André peut prendre contact directement en fait, hein, avec le manager commerce hein, qui pourra l'accompagner en fait, dans son projet. Donc, il n'y a pas de souci qu'elle le contacte auprès des services de la ville. Une question de Jocelyne et de Sandrine. Même si cela est un peu mieux depuis un mois sur la rue de Paris, en revanche, elle reste souvent monopolisée par des personnes alcoolisées. Que comptez-vous faire pour qu'elle soit plus sûre et plus agréable? Alors, je pense que c'est bien qu'elles aient constaté que nous faisions des efforts importants depuis quelques semaines. Et nous avons effectivement la police municipale qui intervient de façon récurrente, hein, du matin au soir et jusqu'à une heure avancée de la nuit. Nous avons aussi des contrôles réguliers avec les douanes, avec la police nationale, avec la CAF, avec la sécurité sociale. Donc voilà, c'est-à-dire on met des CODAF, et ce qui fait que nous avons des commerces qui sont fermés parce qu'ils ne respectent pas les règles, soit qu'ils ont des salariés qui ne sont pas déclarés, c'est très souvent le cas, soit qu'ils ont des produits qui sont périmés, soit qu'ils ne respectent pas les règles au niveau des ouvertures et des fermetures. Voilà. Donc, ce qui fait que, et nous allons continuer de façon très dynamique à les faire contrôler parce que c'est des situations qui sont inacceptables. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir des commerces, beaucoup de commerces, mais des commerces qui respectent les règles. Quant aux personnes alcoolisées, nous essayons aussi de les faire partir, parfois de les faire soigner, mais ça ne peut être que s'ils sont volontaires. Et puis, je pense que les épiceries ou les cafés qui restent ouverts de façon indue, ben, nous allons continuer à les chasser pour qu'ils respectent les règles ou qu'ils aillent s'installer ailleurs. Pour compléter ce que vient de dire Monsieur le maire, en fait, il y a plusieurs volets à la politique commerciale de la ville. Alors, il y a le volet diversification des commerces dont on a parlé tout à l'heure. On pourra parler du volet sur l'accompagnement en fait, des commerces existants. Mais il y a également, et l'un ne va pas sans l'autre, sur un volet qui est plus répressif. Ce volet, donc, qui avait été déjà entamé hein, sous le mandat précédent, je pense qu'il faut s'appuyer dessus avec un peu plus de répression, notamment pour les personnes, pour les commerces, hein, qui ne respectent pas la réglementation ou qui troublent l'ordre public. Alors pour ça, hein, on est en train de travailler également sur de nouveaux pouvoirs qui vont être de police, hein, qui vont être dévolus au maire. Il y a une loi récente qui va donner en fait au maire
un nouveau levier, en fait, notamment sur les débits de boissons, hein, sur les établissements qui diffusent de la musique. Donc là, on pourra à terme être plus efficace. Et également, moi, je tiens à saluer le travail de la police municipale, hein, comme vous l'avez dit, avec maintenant des effectifs qui sont renforcés et avec une personne qui est dévolue également au commerce, qui est spécialisée sur les commerces et qui agit spécifiquement dessus. Donc c'est vrai que ces contrôles sont renforcés. Il y a même des contrôles qui ont été faits avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, hein, récemment, au mois de novembre. Il y a à la demande de fermeture de 2 commerces, hein, rue de Paris. Il y a eu également des contrôles qui ont été faits. Alors là, je vais au-delà de la rue de Paris, mais également sur les garages, hein, où il y a eu. Il y a des contrôles réguliers sur l'ensemble, alors sur la rue de Paris, sur l'ensemble de la ville, qui portent leurs fruits. Et il faut savoir également qu'il y a un commerce du bas de la rue de Paris pour lequel on a demandé une fermeture administrative et qui sera, on l'espère, effective très prochainement. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu évoquais les garages, et là aussi au niveau des garages informels, c'est-à-dire ceux qui font de la mécanique sauvage, là aussi, il y a un travail qui est fait avec le commissariat, et il semblerait que dans les prochains jours, pour les prochaines semaines, ils vont intervenir de façon plus dynamique et qu'ils ont la possibilité de confisquer les véhicules, mais aussi les outils qui servent à ces mécaniciens de plein air. Donc, et là aussi, je rappelle quand même que s'il y a des mécaniciens de plein air, c'est qu'il y a aussi des personnes qui leur amènent des véhicules à réparer. Donc, si ces clients-là voient leur véhicule mis en fourrière, peut-être que l'action de ces bricoleurs va leur coûter plus cher que s'ils allaient dans un garage que je qualifierais de normal. Question de Pascal. Je vis depuis 15 ans dans le quartier des Joncherolles et à part la pharmacie, il n'y a aucun commerce de base. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Il y a avec donc le programme des nouveaux constructeurs donc une boulangerie, j'ai envie de dire, d'envergure, parce que quand même sur 200. Hein, voilà. Également, il y a le Aldi qui va déménager, mais qui restera dans le quartier et qui justement fera peau neuve. Hein, et Aldi est en train de changer également son concept, comme Lidl l'a fait il y a quelques années. Donc là, on aura un magasin de nouvelle génération. Et c'est vrai que dans le cadre également de l'ANRU 2 et donc de tous les programmes qui sont amenés à émerger sur le quartier, et on travaillera donc sur la diversité de l'offre commerciale. Et il faut savoir qu'à une station de métro, il y aura le marché frais également. Question d'Iliès. Cela fait plusieurs années que les commerçants de la gare attendent l'implantation d'un distributeur de billets. On nous l'a promis et à maintes reprises pour bientôt et rien n'est arrivé. Alors c'est vrai que la demande de distributeurs de billets, de DAB sur la gare est récurrente. Mais elle remonte au départ de la BNP, puisqu'il y avait la BNP à la gare, et donc dès qu'ils sont partis, ils sont partis avec leur distributeur de billets. C'est pas aussi simple que cela de faire installer un distributeur de billets, puisque les banques ne sont pas des philanthropes. Vous avez pu remarquer dans le sud la difficulté que nous avons eue pour faire installer un DAP, et c'est la Poste qui l'a installé, elle avait une annexe. Et malgré tout, il a fallu se battre pendant des années avant d'obtenir ce distributeur de billets. Sur la gare, on ne désespère pas, puisque avec l'arrivée du T11, il y a de nouveaux voyageurs, et en plus, nous allons avoir des espaces, des cellules commerciales qui vont être installées au niveau de la gare dans les prochaines années, puisque actuellement, il y a un travail qui est fait autour du pôle gare et on devrait avoir 5-6 cellules commerciales qui devraient s'installer. Certaines qui existent déjà devraient être démolies
et réinstaller plutôt du côté de la rue Le Dru-Rollin, entre la station actuelle et la nouvelle gare qui doit être réalisée. Je parle des locaux de la gare qui doivent être réalisés dans les prochaines années et dont les travaux devraient commencer en 2022. C'est déjà financé puisque je pense qu'il y a à peu près une quinzaine de millions qui sont prévus pour ces travaux-là. Alors, question de Rafik, qui s'inquiète de ce qui se passe, ce passage Maurice, notamment avec la nuisance des garages et des points de deal, comme il le dit, ainsi que sur Jules Vallès, de nombreuses nuisances qui sont effectivement liées à la mécanique sauvage et au garage de mauvaise facture. Que fait-on? Alors, au niveau alors là, ce n'est pas le commerce là, parce que si effectivement il y a peut-être un petit commerce au niveau des points de deal, mais c'est un commerce que nous essayons de combattre et que la police nationale doit effectivement combattre. Donc là, ce que l'on fait, on demande à la police nationale d'intervenir, naturellement. La police municipale passe et verbalise ceux qui sont garés mal dans ce secteur et on va essayer de mettre, je pense, des plots ou des systèmes qui permettront de limiter le stationnement. La limite du stationnement, c'est une chose, ça n'empêchera certainement pas tout à fait les points de deal, mais ça va au moins déranger. Quant à la rue Vallès, effectivement, c'est une rue qui actuellement est dévolue plus à la mécanique et parfois à la mécanique sauvage. Là aussi, la police municipale intervient de façon récurrente. La police nationale fait des interventions pour vérifier les garages, mais il est évident que nous retrouverons une certaine quiétude dans cette rue lorsque nous aurons revu et réformé complètement ce quartier. Avec l'arrivée du lycée, l'arrivée de la piscine et des constructions qui sont prévues, parce que je rappelle que dans ce secteur, il est prévu plus de 600 logements, ainsi que de l'activité économique, et ça veut dire que la majorité des constructions qui sont sur ce secteur seront démolies. Il ne devrait rester que 5 ou 6 pavillons de bonne facture. Tout le reste doit être démoli afin de restructurer complètement ce quartier. Au mois de novembre, hein, il y a eu une action en fait, de la police municipale qui était là également en lien avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui a commenté sur des garages de Vallès. Et ce sont des actions qui vont être renforcées au cours des prochains mois. Donc nous sommes bien conscients de la difficulté. Alors, des questions qui ne sont pas directement liées au commerce. Donc, Cilia souhaiterait savoir s'il était possible d'installer sur Fréville, le complexe Fréville, des jeux pour enfants, toboggans et autres. Sonia qui s'inquiète dans le sud d'avoir sur Curie une seule place de parking, enfin de place de handicapés, pardon, mais qui est souvent prise par des personnes qui ne sont pas forcément dotées de la carte. Et puis une autre personne qui s'appelle Queen Bee, qui aimerait savoir, avoir plus de détails sur la propreté et la gestion des déchets sur notre ville. Alors, sur les jeux à Fréville, effectivement, nous avons prévu de mettre quelques jeux supplémentaires à Fréville pour les enfants. Pour les adultes et pour les adolescents, il y a des choses qui ont été faites. Peut-être Yann pourra en dire deux mots. Mais pour les enfants, nous allons rajouter quelques jeux dans le courant de l'année 2021. Pour ce qui est des places handicapées, il faut faire une demande et on essaie de mettre une place handicapée dans chaque rue à partir du moment où effectivement il y a une demande qui est faite. Effectivement, parfois, il y en a certains qui ne sont pas handicapés et qui les utilisent. Quand il y a des contrôles de police, ils ont 135 € d'amende et parfois ils peuvent avoir 135 € d'amende et le véhicule en fourrière. Ça veut dire que les personnes qui sont handicapées et qui habitent dans le secteur, si elles constatent que certains usent et abusent de du stationnement handicapé alors qu'ils n'ont pas
le macaron, il ne faut pas hésiter à prévenir la police municipale ou la police nationale qui viendra les verbaliser. Deux points. Le premier, alors sur le plateau Curie, il y a eu un aménagement là, très récent qui permet justement aux adolescents de pouvoir avoir différentes activités sportives, juste à côté du gymnase Curie. Pour en revenir à la propreté, alors là, j'ai parlé du commerce. Il y a eu une action qui avait été engagée par Sonia Benasser et qui a été mise en place cette année. C'est les cendriers, notamment dans le centre-ville, qui ont été proposés, en fait, des cendriers extérieurs proposés aux commerçants pour éviter qu'on retrouve donc des mégots partout. C'est quelque chose qui a bien fonctionné. Il y a eu un bon retour, que ce soit de la part en fait des usagers ou des commerçants, et c'est pour ça qu'on va avoir une seconde phase en fait, et on va également équiper en fait les commerces qui en feront la demande en fait cette année dans le quartier de la Gare. Je vous propose de passer aux questions qui concernent la santé avec Naïma. Merci Yann. Merci, bonne soirée à vous. Très bien. Et puis donc vous n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le commerce et sur ces activités-là, Yann est aussi élu à la jeunesse, donc n'hésitez pas, contactez-le, il est à votre disposition pour apporter les meilleures solutions possibles. Merci Yann. Merci, au revoir. Bonsoir Naïma. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Alors voilà, moi je suis l'élue à la santé, donc Naïma, et voilà, je vais répondre à toutes vos questions relatives donc à ma délégation, la santé. Je m'occupe également de la lutte contre la désertification médicale et également tout ce qui est relatif aux addictions. Voilà. Première question de Fatoumata. Dans le nord de la ville, les 2 pharmacies existantes ont disparu. Il faut se rendre à Sarcelles pour acheter des médicaments. Il y a pourtant assez de personnes intéressées sur le quartier. Naïma va répondre, mais je voudrais presque contredire la Fatoumata, puisque dans le nord, ce n'est pas 2 pharmacies qu'il y avait, c'est 3. Il y en avait une à l'intérieur du centre du quartier des Poètes, une sur Châtenay et une aux limites de Pierrefitte sur Montmagny. Elle était très bien située. Donc effectivement, actuellement, il faut se rendre à Sarcelles, mais vous pouvez aussi vous rendre sur les pharmacies du centre-ville qui sont très achalandées. Mais je vais laisser répondre Naïma sur nos projets à venir. Alors, bonsoir Fatoumata. Alors, il faut savoir que pour pouvoir installer une pharmacie, ça répond d'abord à plusieurs prérogatives pour pouvoir l'enregistrer au niveau de l'Agence régionale de santé, parce qu'il faut obtenir une licence. Et pour ce faire, la première prérogative et la principale, c'est d'abord le quota d'habitants. Alors, si on veut créer une pharmacie, il faudrait qu'à Pierrefitte, il y ait au moins 34 000 habitants. Sauf que ce n'est pas encore le cas, mais nous essayons de trouver une solution qui pourrait à terme permettre l'installation d'une pharmacie. Et de demander une dérogation. Et de demander éventuellement une dérogation. Alors ensuite, pour les projets, alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de projets qui vont bientôt arriver dans la ville, dans la santé. Il faut savoir qu'il y a le pôle santé qui est dans le nord de Pierrefitte, boulevard Jean Mermoz, qui permettra potentiellement d'accueillir donc une pharmacie. Donc par dérogation ou peut-être par voie de transfert. Il y aura donc la pharmacie plus également l'installation de jeunes professionnels de la santé, notamment donc les médecins, et on espère également des spécialistes orthophonistes et kinés. La ville est plutôt évidemment volontariste sur cette action puisqu'elle va permettre en fait d'apporter son soutien en apportant évidemment un soutien financier pour pouvoir alléger les dépenses que pourraient prétendre ou avoir donc ces médecins. Voilà. Je vais passer une autre question. Question de Ismaël ainsi que de Luc. J'ai lu que le centre dentaire municipal allait fermer à la fin de l'année. Faudra-t-il aller à Saint-Denis pour se faire soigner? Alors oui, effectivement, donc malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle que le centre dentaire va fermer, mais il faut savoir que la ville a toujours eu, comme je vous ai dit, une action volontariste, elle a tout fait pour attirer des médecins et elle a bien réussi au niveau notamment du secteur dentaire. Tariq, comme tu peux le constater, c'est Tariq. Il y a Luc et Ismaël. Luc et Ismaël, pardon. Comme vous pouvez le constater, en fait,
Maintenant, la ville est dotée de 2 cliniques dentaires dont nous sommes très fiers, puisqu'en fait, il y a la clinique qui est donc à la gare, qui a donc, elle, à elle seule, donc, au moins 6 dentistes, donc dentistes, chirurgiens dentaires et aussi également un médecin généraliste. Et il y a également le centre Dentine qui a actuellement à son effectif 5 chirurgiens dentaires et très prochainement 2 autres viendront s'ajouter donc à l'équipe. Ce qui, je pense, permettra d'offrir donc des soins dentaires assez complets et vous pourrez également avoir également des rendez-vous très rapidement par Doctolib ou simplement en les appelant directement depuis l'accueil des 2 centres dentaires. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si le centre dentaire ferme, c'est que nous n'arrivions pas à recruter des dentistes, puisque ça fait maintenant plusieurs années que nous n'avons qu'une dentiste et on a du mal à recruter. Pourquoi? Parce qu'il est évident que nous, au niveau salarial, nous n'avons pas les mêmes moyens que des cliniques privées, pour la bonne simple raison, c'est que nous, ils sont salariés. Dans les cliniques privées, ils sont payés à l'acte et qu'en plus, au niveau des cliniques privées, ils se retrouvent avec des matériaux et du matériel dernier cri. Alors qu'au niveau de la ville, nous n'avons pas les moyens de renouveler ces matériels qui sont des matériels tout à fait utilisables, qui ne posent pas de problème de sécurité, mais il est évident que les jeunes dentistes, quand ils sortent de l'école, préfèrent avoir le dernier cri au niveau matériel et ce que nous ne pouvions pas leur offrir. Donc à partir de là, difficulté de recruter et à partir du moment où nous ne pouvons pas recruter, nous ne pouvions plus continuer à avoir un centre dentaire performant. Alors justement, pour revenir simplement à la question de la fermeture du centre dentaire, il faut savoir que l'activité du centre dentaire municipal a longtemps été en sursis, donc faute, comme l'a dit Monsieur le maire, de recrutement. La fermeture, en fait, elle pèse depuis déjà plusieurs années comme une épée de Damoclès au fur et à mesure des départs des praticiens et aussi dans l'incapacité, voire l'impossibilité de recruter de nouveaux candidats, avec évidemment une baisse chronique des recettes et évidemment une viabilité financière qui est donc en question. Alors c'est dans cette perspective qu'en fait courant 2019 a été donc évoqué l'établissement d'un diagnostic financier qui n'a donc malheureusement pas pu être poursuivi parce qu'il y a eu le Covid, donc a freiné toutes les activités au niveau de la collectivité. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que ce diagnostic financier a été établi donc dernièrement, c'est-à-dire en début de mandature, et on a constaté malheureusement donc une baisse des recherches, une baisse pardon, des recettes et une augmentation des charges du personnel. Et du coup, cette structure ne se suffisait pas elle-même, elle n'était pas en capacité donc finalement de se dégager un bénéfice pour pouvoir s'autofinancer. Et il fallait donc par la collectivité apporter donc, des moyens supplémentaires financiers pour au moins payer toutes les dettes. C'est ça. Et puis après, bon, le fait que nous ayons 2 cliniques dentaires à Pierrefitte, mais aussi que de nouvelles cliniques se sont installées à proximité. Il y en a une à Stein, il y en a à Saint-Denis, il y en a à Villetaneuse, à Sarcelles, ce qui n'existait pas précédemment. Donc à partir de là, effectivement, ça permet aux Pierrefittoises et aux Pierrefittois de trouver un dentiste à proximité et dans des délais plus que raisonnables. Une question de Luc. Pourquoi fermer le centre municipal de santé pour participer à l'ouverture d'une structure privée? Ne ferme pas le centre municipal de santé. C'est le centre dentaire, alors que le centre municipal de santé, lui, il est hors de question de le fermer. Et mieux que ça, nous essayons de trouver des solutions pour faire en sorte qu'il soit encore plus performant pour accueillir. On essaie d'accueillir de nouveaux généralistes, on essaie d'accueillir des spécialistes, et donc et c'est pour ça que nous avons aussi, mais je ne vais pas prendre toute ton intervention, des conventions avec l'hôpital de La Fontaine, avec la clinique de l'Estrée. Mais Naïma, je te laisse développer. Alors effectivement, on a des conventions avec l'hôpital de La Fontaine, c'est-à-dire qu'il y a des spécialistes qui viennent assurer dans la ville des vacations pour pouvoir, voilà, au centre de santé et également la maison de santé Jacques Prévert. Hein, je parle notamment par exemple du cardiologue Dr Diaz. Il y a également le docteur Ezedine qui assure aussi les postes de vacation à la maison de santé
Jacques Prévert, également centre municipal de santé, et également dans d'autres établissements hospitaliers de La Fontaine et autres. Donc ça, c'est par le biais de conventions qu'on avait signées lors du contrat local de santé qui se fait annuellement et qui est toujours renouvelé tous les ans. Il y a également avec la clinique de l'Estrée également, on a aussi des partenariats entre spécialistes, médecins qui viennent aussi combler ce manque de médecins et donc assurer également des postes de vacation. Donc on est fiers quand même de pouvoir coopérer avec ces structures et nous espérons en fait renouveler à chaque fois de nouvelles conventions annuelles. Voilà. Question de Sonia Haas qui s'inquiète que les enfants autistes ne soient pas suffisamment accompagnés et se pose la question de savoir s'il y a un lieu d'accueil, CMPP, qui ouvrirait sur la ville. Alors, effectivement, sur le nord du territoire, sur le nord du département, nous sommes relativement dépourvus de structures pouvant accueillir les enfants portant un handicap. Les enfants, mais aussi les adultes. Donc, pour ce qui est de Pierrefitte, on est en discussion avec le département et l'ARS pour l'installation d'une structure qui permettrait d'accueillir une quarantaine d'enfants, qui est plutôt une structure avec de l'internat, mais aussi avec quelques accueils de jour. Et j'espère, le Covid a fait que nous avons perdu quelques mois, puisque nous étions en discussion avec l'ARS et le département au début de l'année 2019. Là, nous reprenons les discussions et j'espère que nous allons avancer assez vite. Et personnellement, sur la ville, je pense qu'il serait pertinent, ou du moins dans le secteur nord, que nous ayons un équipement qui permette d'accueillir les enfants, mais aussi les adultes, puisque quand les enfants sont adolescents ou jeunes adultes, ils n'ont plus de place et ça pose un problème. Et ce type d'établissement est vraiment nécessaire dans notre secteur, puisqu'il est toujours très pénible quand nous recevons des familles de leur dire qu'il n'y a pas de place, puisqu'ils vont effectivement à la MDPH. La MDPH leur donne une liste d'établissements où pouvant accueillir leur enfant. En général, c'est 20-25 établissements. Et naturellement, tous ces établissements sont complets et donc ils se retrouvent coincés. Et bien souvent, ils ont comme solution éventuellement soit de garder eux-mêmes leurs enfants, soit la Belgique, ce qui n'est pas acceptable. Donc nous continuons de travailler personnellement et puis avec Naïma, mais aussi avec Amar, à trouver une solution pour pouvoir accueillir ces enfants et ces adultes dans les meilleures conditions possibles. Une question de Tariq et de Séverine Le Pelletier. Il est vraiment difficile de trouver certains spécialistes à Pierrefitte. Séverine Le Pelletier souhaiterait voir arriver un ophtalmo et se pose la question de savoir si les médecins qui partent à la retraite sont-ils toujours remplacés. Alors, c'est vrai que la question, en fait, qui est assez récurrente, hein, je veux dire, même avant de me présenter en tant que maire adjointe. Alors, c'est pour ça que voilà, je voulais en fait revenir sur cette question simplement parce qu'en fait, on va donc avec la ville donc pouvoir aider donc ces médecins à s'installer. C'est vrai que la plupart des médecins malheureusement qui partent à la retraite ne sont pas remplacés, mais il y a aussi malheureusement des médecins qui devaient donc, entre guillemets continuer, mais qui par faute de santé, tout simplement, ont dû interrompre leurs activités. Donc là, c'est vrai qu'on est pris un petit peu au dépourvu. On essaie quand même de trouver une solution très rapide pour pouvoir installer de jeunes praticiens. Chose qu'on voudra donc faire très rapidement, comme je vous ai dit tout à l'heure, en finançant et en aidant à l'installation pour qu'ils puissent s'installer sans avoir de réelles contraintes financières et pour rendre aussi plus attractive la ville. Il est évident qu'actuellement, entre les collectivités, il y a quand même une certaine concurrence et le nombre de médecins qui sortent de formation, qui ont leur thèse, n'est pas aussi nombreux que cela. Ensuite, nous avons aussi quand même des situations qui sont différentes de celles qu'elles ont pu être il y a 10, 15 ou 20 ans. Actuellement, les médecins ne souhaitent pas faire 10, 12, 14 heures par jour. Et donc, à partir de là, ils préfèrent être soit salariés, soit être en groupe
pour pouvoir avoir une vie que je qualifierais de presque normale. Voilà, Exactement ça. c'est toute la difficulté et c'est aussi ce qui génère les, les situations que nous connaissons actuellement. Et c'est vrai que nous avons un médecin qui est parti à la retraite, un autre médecin qui a eu des problèmes de santé importants et qui a dû arrêter. Donc là, sachez que nous sommes toujours en Exactement. recherche et que nous avons des conventions avec les universités et les hôpitaux pour pouvoir former des médecins sur la ville, que ce soit au centre de santé ou que ce soit dans les maisons de santé. Et ça nous permet après de pouvoir espérer garder ces médecins sur la ville. Alors c'est vrai, ce qu'a évoqué monsieur le maire, qui est quand même important, c'est que la plupart des jeunes praticiens, quand ils sortent de faculté, ce qu'ils souhaiteraient faire, c'est d'abord travailler en groupe et non pas dans un cabinet de façon isolée. On revient un petit peu à la structure des, comment dirais-je, des dispensaires, hein, comme à l'époque. Et justement, c'est pour ça que nous, on a souhaité vraiment développer en fait des pôles santé, que ce soit dans le nord ou même dans le sud, pour avoir déjà une activité pluridisciplinaire et coordonnée. Et ça rassure également autant bien les médecins, les spécialistes que les kinés, infirmiers, etc., de travailler en étroite collaboration. Ça permet d'avoir les avis de chacun, ça permet d'avoir un meilleur suivi et du coup d'avoir en fait avoir une relation aussi assez étroite entre ce pôle santé et également les structures hospitalières, parce que maintenant on va devoir échanger avec les structures hospitalières, on va devoir faire des comptes rendus, donc exercer dans une structure, on va dire, pluridisciplinaire, c'est beaucoup plus simple que dans des cabinets isolés. Donc voilà, on espère que ça va attirer des médecins. On espère aussi que la ville va poursuivre aussi d'aider ces médecins financièrement et pourquoi pas également des subventions supplémentaires qui seront apportées, établir des dossiers avec les médecins par l'aide de la ville. C'est tout ce qu'on souhaite. Oui, actuellement, il y a quand même pas mal d'aides qui sont comment dire, dévolues aux médecins, que ce soit par l'ARS ou que ce soit par la région. Et la difficulté, c'est que certains ne les connaissent pas ou ont du Exactement. mal à monter les dossiers. Exactement. Donc, nous allons aussi les aider à monter les dossiers. Question de Sarah et de nombreux pierrefittouins d'ailleurs. On nous annonce l'arrivée de vaccins pour le début de l'année. Malgré l'absence de recul, sera-t-il conseillé de se faire vacciner contre le Covid-19? Alors, c'est vrai que c'est une question récurrente, Sarah. Donc, du coup, pour la vaccination, comme l'a annoncé le gouvernement récemment, il y aura donc plusieurs phases pour répondre à cette stratégie vaccinale. Grosso modo, il y aura 3 phases. Ça va d'abord concerner donc les personnes qui sont dites prioritaires, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes qui ont vraiment de lourdes pathologies, chez qui le taux de mortalité au Covid est important. Donc, on va d'abord, la vaccination concernera donc les personnes dans les structures, les établissements tels que les EHPAD, les personnes, également le personnel soignant qui, bien sûr, sont en contact avec ces personnes dites prioritaires. Donc ça va être grosso modo la première phase. La deuxième phase va concerner l'ensemble du personnel soignant, y compris les personnes âgées de plus de 65 ans avec des pathologies ou n'ayant jamais été vaccinées tout simplement. Et la troisième phase va s'élargir à l'ensemble de la population. Je tiens simplement à rappeler que la vaccination, elle est conseillée, mais elle n'est pas obligatoire. Donc, ça sera évidemment à vous, c'est votre libre arbitre de choisir ou non de se faire vacciner, même si je vous conseille quand même fortement. Une remarque de Demba. Pour soigner les cas graves d'accident, elle fait régulièrement don de son sang à la ville, au sein du conseil municipal. Il y a effectivement une structure qui vient prélever et elle encourage l'ensemble des personnes à le faire. Donc, est-ce qu'on peut savoir si c'est une action qui se fait régulièrement? Oui, c'est une action qui se fait très très régulièrement et je pense pratiquement tous les mois. Et nous avons un nombre important de personnes qui viennent. Vu la situation avec la pandémie, il serait pertinent qu'il y ait encore davantage de personnes puisque les dernières, il fallait pratiquement prendre rendez-vous parce qu'il fallait garder les distances, il y avait quelques conditions particulières, mais c'est important de venir. Il faut savoir que depuis plusieurs années, nous avons, la ville est félicitée et remerciée pour son organisation, puisque nous avons tous les ans les 3 cœurs qui sont le remerciement
pour l'organisation et la tenue de ces dons de sang. Et donc c'est important et je vous invite, chers Pierrefittoises et chers Pierrefittois, à donner du sang. C'est un don qui est gratuit mais qui sauve des vies. Alors oui, pour le don du sang, justement, c'est vrai qu'on a été félicité. Et puis je tiens aussi à féliciter l'ensemble du personnel des services municipaux et également du centre municipal de santé qui, sans eux, n'ont pas permis un tel accueil dans des conditions sanitaires assez compliquées. Je tiens aussi à préciser que quand il y a des campagnes comme ça de don du sang, on serait quand même ravis d'avoir beaucoup plus évidemment de participants. Et puis voilà, sinon vous pouvez, vous êtes aussi alerté par courrier ou par le journal de la ville aussi. Question de Valérie. Quelle politique de prévention santé en ce qui concerne le sida, l'hygiène bucco-dentaire ou les addictions à l'alcool? Alors déjà pour répondre à l'hygiène bucco-dentaire, alors malgré le fait que nous fermons le centre municipal dentaire, l'activité de prévention sera poursuivie donc, par une agente du centre municipal dentaire, donc elle se chargera de cette mission. Alors c'est une mission qui va se faire, bon c'est vrai que ça se fait souvent dans les écoles par le département, mais il y aura également très prochainement un bus qui circulera dans la ville. On vous tiendra informé finalement des dates de passage pour que vous puissiez faire déjà peut-être un premier diagnostic et probablement aussi des soins dentaires qui sont aussi offerts donc, par le département. Alors, s'agissant des addictions à l'alcool, nous avons donc établi un diagnostic justement très récemment pour pouvoir apporter des solutions parce qu'en fait, il faut d'abord établir un diagnostic avant de pouvoir avoir des subventions pour pouvoir mettre des actions en place dans la ville. Parce que c'est vrai, le fléau des addictions à l'alcool, on le voit rue de Paris, mais également face à la gare. Et notre objectif, en fait, c'est d'accompagner ces personnes vers des structures donc, évidemment agréées pour qu'ils puissent être dirigés dans des centres d'addictologie, que ce soit donc à Stein, dont nous dépendons, et également à Saint-Denis. La difficulté, c'est qu'il faut qu'ils soient volontaires. Exactement. Ensuite, pour tout ce qui est en rapport avec le sida, alors il y a évidemment donc un pôle au centre municipal de santé qui est en charge de tout ce qui est maladies sexuellement transmissibles. Je vous invite à évidemment contacter donc, le centre municipal de santé. Il y a c'est Madame Oussé-Sandrine qui se charge de cette mission. Elle pourra vous accompagner et elle pourra également vous aiguiller vers des spécialistes de la ville ou dans les structures hospitalières pour pouvoir avoir un accompagnement et un suivi psychologique parce que ça nécessite également un suivi psychologique. Voilà. Alors, une question en ce qui concerne les enfants en situation de handicap, autistes, hein, donc il y a eu plusieurs questions et plusieurs personnes qui ont posé à nouveau cette question, qui ont peut-être besoin d'un peu plus de précision sur la politique, sur ce qui va être fait, ou peut-être de rappeler ce que vous venez d'évoquer il y a 5 minutes. Alors, pour la question du handicap, en fait, il y a le centre d'action sociale dont donc notre maire adjoint Amarouani est le vice-président. Je pense qu'il sera à même de pouvoir orienter toutes ces personnes-là, puisqu'il travaille vraiment avec tous les organismes et structures donc, compétentes vis-à-vis du handicap. Il est également devenu le président de l'union départementale des centres d'action sociale, donc des CCAS. Donc il sera vraiment ravi de pouvoir vous aider. Donc je vous invite vraiment à le contacter pour avoir plus d'informations et pour être mieux aiguillé, notamment dans la ville et dans le département d'une façon générale. Sylvie vous pose une question en ce qui concerne la mise en place à nouveau d'une campagne de tests pour le dépistage du Covid devant la mairie. Est-ce que c'est prévu prochainement à nouveau? Alors, la campagne donc de tests Covid, en réalité, ça fait déjà depuis donc, début septembre que nous avons soumis cette demande à l'ARS. Le seul problème, c'est qu'en fait, tant que nous n'avons pas dans la ville un certain seuil de patients atteints de Covid, voilà, l'ARS ne trouve pas ça urgent de venir dans la ville pour pouvoir faire des tests. En revanche, nous allons mettre en place
par le biais peut-être de pharmacie d'abord, la pharmacie donc de la gare et également au niveau des Georges Roll, pouvoir faire en fait des tests pour toute la population. Et également dans la ville, on souhaiterait le faire sur le parvis de la mairie, mais on attend toujours évidemment la réponse de l'ARS qu'on a réitérée il n'y a pas très longtemps. Enfin, la question qui a été réitérée il n'y a pas très longtemps aussi. Et au niveau des tests, nous allons faire des tests aussi pour les personnels de la collectivité et on va le faire dans les prochains jours. Question de Iman. J'ai pu voir la fiche concernant la violence faite aux femmes avec le numéro 3919. Quelle action la ville mène-t-elle sur cet enjeu? Alors, au niveau des violences faites aux femmes, c'est toujours très compliqué pour la bonne et simple raison, c'est que souvent les femmes ne viennent pas euh, porter plainte. Alors, comme l'a souligné tout à l'heure Naïma, au niveau du centre de santé, nous avons une personne qui est en charge de ces secteurs-là. Par contre, il y a des plaintes qui doivent être déposées au commissariat et le commissariat est très réactif par rapport à ce type de situation. La difficulté que nous avons, c'est souvent pour reloger les femmes qui sont victimes de violences parce que bien souvent, il faudrait être en capacité de les reloger rapidement. Alors, la logique voudrait que ce soit la personne violente qui soit expulsée ou exclue ponctuellement ou définitivement de son logement, sauf que ça n'est pas aussi simple que ça, et souvent il y a nécessité d'avoir un jugement, et quand il faut un jugement, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et à partir de là, vous comprenez que la situation se tend. Au niveau de la ville, nous mettons en place des logements pour les femmes battues. Le seul petit problème, c'est qu'en théorie, elles devraient quitter ce logement au bout d'un an pour pouvoir laisser la place à d'autres personnes et que ça se fait rarement pour la bonne et simple raison, c'est qu'il n'y a pas de logement disponible à leur proposer au bout de l'année en question. Ça fait partie des difficultés que nous pouvons avoir de façon régulière à Pierrefitte comme ailleurs. Donc les logements ou le logement étant une difficulté de l'Île-de-France est une très grosse difficulté quand il s'agit de donner ou de trouver des logements en urgence. Il m'est arrivé, il y a quelques semaines, de reloger une personne en hôtel, puisqu'il était urgent de la reloger, puisque le commissariat m'a appelé pour me dire, monsieur le maire, il faut trouver une solution, cette dame ne peut pas revenir chez elle ce soir. Et nous avons trouvé des solutions à l'hôtel, mais il est évident que ce type de situation ne peut pas être faite systématiquement. Alors, deux questions qui sont pas liées à la santé. Deux personnes, Sylvie et Fabienne, se posent la question de savoir pourquoi la rue de Paris et d'autres rues, notamment dans le sud, n'ont pas d'éclairage ou ont subi très régulièrement des pannes. Et puis, une autre question de Sonia Haas qui nous dit que des seringues ont été retrouvées près du café Denis Papin. Pardon. Est-ce qu'il y aurait une action pour pouvoir essayer de contrôler ce dépôt de seringues? Par rapport à l'éclairage, il y a deux possibilités. Soit il y a une panne, et ça peut arriver qu'il y ait des pannes, et dans ces cas-là, il faut appeler immédiatement Allo Aglo. Et bien souvent, les gens n'appellent pas Allo Aglo, c'est le numéro que vous avez sur les poubelles ou que vous avez sur le journal de la ville, en sachant que dans les mois à venir, c'est-à-dire dans le courant de l'année 2021, le système d'Allo Aglo va changer, puisque actuellement la nouvelle gouvernance
le président Anotin et ses équipes estiment que cette solution n'est pas suffisamment performante actuellement et qu'il faudrait la renouveler pour pouvoir répondre à l'attente de toutes les personnes. Donc faire allo-aglo, ça c'est la première chose. Après, il y a d'autres fois où ça n'est pas une panne que je qualifierais de naturelle, c'est une panne provoquée parce que dans le quartier, il peut y avoir tel ou tel individu qui pense que c'est plus facile pour eux de travailler, entre guillemets, avec l'éclairage en panne. Voilà, donc ce qui fait que, mais en tout état de cause, quelle que soit la situation, il faut faire allo-aglo pour que on puisse réparer dans les meilleurs délais. Concernant, excusez-moi, concernant les seringues, c'est pas allo-aglo qu'il faut appeler, mais là c'est le commissariat, puisque s'il y a des seringues, ça veut dire qu'il y a des gens qui se droguent dans le secteur, et dans ces cas-là, les seuls qui sont à même de pouvoir intervenir, c'est le commissariat, parce que je rappelle qu'en termes d'enquête, pour le moment, c'est le commissariat qui peut enquêter. La police municipale n'est pas habilitée à le faire. En sachant que sur Piafit, nous avons au niveau de la police municipale un chien qui s'appelle Intox, qui est là aussi pour détecter les zones où il y a de la drogue et où il y a des billets. Parce que bien souvent, les billets provenant de la drogue eh ben, sentent la drogue, et donc à partir de là, ça permet quand même, grâce à Intox, il y a plusieurs affaires importantes qui ont été résolues sur le département et à Pierrefitte. Donc voilà, ce qui fait qu'il y a différentes actions qui peuvent être menées, mais systématiquement, quand vous trouvez des seringues, il ne faut pas hésiter et appeler immédiatement la police nationale. Avant de conclure, Monsieur le maire et Naïma, Sylvie ainsi que Sonia Haas souhaiteraient porter à votre connaissance qu'elles ont tenté de porter plainte auprès du commissariat de Stein qui a refusé de prendre leur plainte. Elles avaient été agressées notamment dans la rue dans la rue de Paris. Dans ces cas-là, si les plaintes ne sont pas prises, ce n'est pas normal. Et dans ces cas-là, il faut qu'elles écrivent au procureur, qu'elles portent plainte auprès du procureur, et en précisant que la plainte qui est envoyée au procureur n'a pas trouvé de preneur, entre guillemets, au commissariat de Stein. Alors, il faut savoir qu'au niveau du commissariat de Stein, tout dépend des périodes, puisqu'ils ont eu des problèmes d'effectifs, puisqu'il y a eu aussi des problèmes de Covid dans ce commissariat, comme ça peut malheureusement arriver dans différents services de la ville ou d'ailleurs. Donc, peut-être était-ce à ce moment-là. Mais en tout état de cause, vous écrivez au procureur pour porter plainte et lui, naturellement, est tout à fait à même de faire suite à votre plainte. Donc, merci Naïma. Merci. Et je te laisse dire 2 mots de clôture. Merci à toutes et à tous. C'est vrai qu'en ce contexte de crise sanitaire, je vous demande à la vigilance, à respecter toujours ces gestes barrières. Voilà, surtout également ne pas trop aussi se focaliser sur la peur, etc. Il faut aussi que voilà, vous essayez de vous occuper, de pas penser aux mauvaises choses, parce que la psychologie, ça joue beaucoup, et c'est vrai que ces derniers temps, on a quand même relevé beaucoup de cas de personnes en détresse, etc., que vous pouvez également me contacter si vous le souhaitez, parce que vous avez mes coordonnées sur le site de la ville. Je serai là aussi pour vous aider. Voilà, dans les plus brefs délais. Dès que je pourrai, évidemment, je serai toujours là. Et puis, je voulais aussi vous souhaiter quand même de joyeuses fêtes de fin d'année. Voilà, malgré ce contexte si particulier. Voilà. Donc, j'ai plus grand-chose à rajouter, si ce n'est de vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis, effectivement, comme l'a souligné Naïma, je pense qu'il faut aussi vivre
Ce n'est pas parce que nous avons des contraintes, mais malgré ces contraintes, il faut vivre, il faut s'occuper de soi, s'occuper de ses amis, s'occuper de ses voisins, s'occuper de sa famille, de ses enfants, de ses parents. Voilà, donc ce qui fait vivre, continuer de vivre. Là, on va rentrer dans une période qui en général est une période festive. Il est évident que nous n'allons pas pouvoir vivre cette période festive avec les mêmes libertés que nous avions l'habitude d'avoir. Et je dis régulièrement, c'est la période où, en général, nous avons les fêtes dans les amicales de locataires, nous avons les fêtes dans les services de jeunesse, nous avons les fêtes au niveau des crèches, nous avons plein de situations ou de moments de convivialité. Cette année, ces moments de convivialité, nous ne pouvons pas les avoir, malheureusement. C'est pour ça que je ne pourrai pas non plus organiser là au niveau de la municipalité les vœux que nous avons toujours l'habitude d'avoir au début de l'année nouvelle, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut que nous allions de l'avant et que l'année 2021 soit une année plus riche, plus festive et plus joyeuse que ne l'a été l'année 2021. Et donc, sachez qu'au niveau de la municipalité, nous essaierons de vous accompagner le mieux possible pour vivre ces périodes difficiles le mieux possible. Voilà. Donc, bonne soirée. Merci à Yann, merci à Naïma, et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir.